Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on ouvre cette émission avec une page de notre actualité. Notre dossier du jour est consacré aux terrasses estivales dans Paris, autorisées jusqu'à 23h cet été. Elles vont ravir les Parisiens de sortie ainsi que les touristes et donner un peu d'air aux cafetiers et aux restaurateurs qui en ont bien besoin. Du côté des riverains, c'est une autre histoire. De nombreuses associations dénoncent d'importantes nuisances sonores et déplorent une détérioration de leur qualité de vie. Alors comment mettre tout le monde d'accord? Quelles solutions pour limiter le bruit et permettre à tout le monde de mieux vivre ensemble? Eh bien, on va essayer de trancher la question en plateau et on le fera avec nos invités dans une minute. En culture, le festival Les Étoiles du Classique revient à Saint-Germain-en-Laye pour 10 concerts événements autour de 200 jeunes talents. Au programme, des concerts symphoniques bien sûr, du jazz mais aussi des récitals. Un programme très riche, très varié pour plaire au plus grand nombre. De la conso et cette nouvelle tendance de consommation qui fait du bien à nos porte-monnaies, à la planète et à nos placards, c'est la location de vêtements. On vous en parle tout à l'heure et on le fait avec Wearwear. Le débat sur les terrasses estivales est tranché, enfin presque. En tout cas, ils ont bénéficié d'une extension d'une heure. Je vous parle bien sûr des cafetiers et des restaurateurs qui pourront continuer à accueillir des clients en terrasse jusqu'à 23h. Une heure de chiffre d'affaires de plus pour certains, une heure de nuisance sonore de plus. Pour les autres, les riverains, ils n'ont pas tardé à réagir, vous vous en doutez, pour faire savoir leur mécontentement, alerter aussi sur les conséquences sur leur qualité de vie et leur santé. On va justement en parler en plateau avec nos invités, essayer de comprendre aussi ce que ça représente évidemment pour nos restaurateurs parisiens et puis pour nous qui adorons les terrasses. On le voit, les Parisiens sont toujours très nombreux dès qu'il y a un rayon de soleil. On va en parler avec Franck Delvaux. Vous êtes président de l'UMI Paris Île-de-France, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Alexis Motré, gérant du restaurant Les Marronniers dans Paris 4e, et Nicolas Martin-Lalande, membre du bureau de l'ADRAC, c'est l'association pour la défense des riverains et l'animation du quartier des Halles. J'aimerais qu'on commence, messieurs, avec ce tweet de Nicolas Bonnet-Ouladj, qui est adjoint à la mairie de Paris en charge du commerce. Samedi soir, les terrasses étaient pleines pour fêter la victoire du PSG à Paris. Elles sont bien plus qu'un aménagement, ce sont des lieux de joie, de partage, de vie populaire. Alors évidemment, ils se félicitent de l'engouement des Parisiens pour les terrasses. On s'en félicite tous. En tant que restaurateur, j'imagine que c'est évidemment un point positif, cette heure supplémentaire. Elle a été accueillie très positivement par le secteur. Qu'en est-il pour vous, Alexis Motré? Nous, c'est tout bénéfique. Après, rajouter une heure de terrasse estivale supplémentaire, ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir une heure pleine de chiffre d'affaires, étant donné que un quart d'heure avant l'heure légale, on déplace les clients, on plie, parce que la police municipale est très vigilante sur le sujet. Très vigilante, voire limite harcelante des fois, surtout dans Paris-Centre. Bon, on y reviendra évidemment. Franck Delvaux, qu'est-ce que ça représente pour la profession? C'est un signal positif qui est envoyé aux cafetiers, aux restaurateurs? Oui, c'est un signal positif. Il faut souligner, dans une période économique difficile, pour les bars, vous l'avez dit tout à l'heure dans l'introduction, pour les bars, les restaurants, un nombre important de restaurants déposent le bilan. Dans notre pays aujourd'hui, 20 restaurants par jour ferment aujourd'hui dans le pays. Donc aujourd'hui, c'est un point positif. Pendant les Jeux Olympiques, nous avions pu ouvrir jusqu'à minuit. Là, on a obtenu, en discutant avec la mairie, de pouvoir ouvrir jusqu'à 23h. Est-ce qu'il y a une sorte de jurisprudence JO sur ce sujet? Est-ce que le fait d'avoir réussi à ouvrir jusqu'à minuit pendant cette période olympique a permis peut-être de faciliter les négociations, de dire, vous voyez, ça a bien marché pendant cette périodicité des Jeux, donc ça a des raisons de pouvoir continuer à bien fonctionner l'été? Alors, si vous voulez, n'en déplaise aux associations de riverains. On va leur donner la parole, évidemment. Oui, qui m'adorent sur les réseaux sociaux. Reprenons un peu l'historique. Sortie de Covid, discussion avec la mairie de Paris, ça s'appelait des terrasses éphémères, 12 000 terrasses éphémères. 12 000 terrasses éphémères. Aujourd'hui, c'est environ 4 200 terrasses estivales. On parle d'un chiffre autour de 5 000, c'est un peu moins? Beaucoup moins, 4 200 terrasses estivales aujourd'hui sur Paris. Donc on a quand même bien réduit. Je vous accorde que sortie du Covid, c'était un peu tout et n'importe quoi. 12 000, c'était trop? C'était tout et n'importe quoi, mais les gens avaient envie de sortir. Et puis à Paris, beaucoup de Parisiens n'ont pas la chance d'avoir des appartements de 100, 200 mètres carrés, avec des balcons, avec des jardins. Donc la terrasse, c'est la pièce en plus. C'est la pièce en plus, la terrasse. Et c'est l'art de vivre à la parisienne. Ça, c'est vrai que c'est une question d'art de vivre qui est très intéressante. On va y revenir. J'aimerais quand même qu'on donne la parole assez rapidement à Nicolas Martin-Lalande. Vous représentez les riverains. Il y a de nombreuses associations qui se plaignent, qui disent que en fait, ça fait énormément de bruit, que c'est des nuisances importantes, des nuisances quotidiennes. Est-ce que vous les rejoignez? Alors la DRAC, c'est une association originale parce que parmi ses adhérents, il y a à la fois des
des habitants, donc des riverains, mais il y a également des commerçants. Donc c'est précisément une association dans laquelle on essaye d'élaborer des compromis raisonnables, si je puis dire. Nous, on considère que les terrasses font partie de l'ADN de Paris. Vous l'avez dit, il y a un petit côté Parisian way of life, et la métaphore n'est pas bonne, mais Paris sans ses terrasses, il y aurait un petit côté croissant sans beurre. Ça existe, c'est possible, mais ça n'a quand même pas, pas la même saveur. Ouais, exactement. En revanche, il y a aussi, de l'autre côté, un enjeu de qualité de vie, santé publique, de qualité de vie dans le fait de contenir un certain nombre de nuisances sonores. Et nous, c'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il faut trouver un équilibre harmonieux entre les intérêts légitimes des commerçants d'un côté, des habitants de l'autre, entre d'un côté le dynamisme de la vie économique, de la vie nocturne, et de l'autre... Et alors le compromis, concrètement, il est où ? Mais ça veut dire qu'il faut encourager et soutenir les bistrotiers et les restaurateurs qui font bien les choses, mais ça veut dire aussi, il y a parmi eux parfois une minorité, mais qui existe néanmoins, et si je puis dire de vilains petits canards, et là il faut être plus ferme, il faut qu'il y ait une tolérance probablement davantage zéro. Je ne veux pas faire de la mauvaise paraphrase d'une gradation d'un célèbre ancien Premier ministre, mais je crois que si tu dérapes, tu fais attention, si tu récidives, tu payes, et si tu multi-récidives, tu fermes. On pense qu'il faut être plus ferme avec celles et ceux qui ne respectent pas la réglementation. Et donc justement, ça bénéficie à ceux qui la respectent. Exactement, qui n'ont pas besoin de cette mauvaise publicité, si je puis dire. Alexis Motret, est-ce que c'est dur à respecter au quotidien quand on est restaurateur? Parce que je sais que vous faites la police finalement aussi auprès de ceux qui font un peu de bruit, qui ont du mal à partir, qui ne veulent pas... On fait la police à tout le monde. Parce que c'est notre rôle de commerçant de quartier aussi. On fait la police à des riverains qui ennuient le quartier, à des gens qui essayent de rentrer dans les immeubles, à des pickpockets, à des dealers qui des fois viennent dans nos quartiers. Donc oui, on fait la police aux clients aussi, surtout parce que quand on est cafetier aujourd'hui, on est terrassier, on sait tenir des terrasses, on veille à ce que les gens s'installent correctement. Souvent, on voit nos terrasses de café à la parisienne, dites à la parisienne parce qu'ils sont côte à côte. Souvent, ils arrivent, ils retournent les chaises. On leur explique que non, c'est côte à côte. Et au niveau des terrasses estivales, oui, c'est compliqué. Souvent, des fois, on se fâche avec des clients parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que vous deviez fermer ? Souvent, ce ne sont pas des Parisiens. Mais non, on ne ferme pas parce que nous, quoi qu'il arrive, on ferme à 2h du matin dans nos cafés. Donc comment est-ce que ça se passe finalement très concrètement pour les restaurateurs ? Nous, en fait, on déplace, on plie la terrasse estivale et on déplace les clients sur notre droit de terrasse annuel. Et ça, il faut le faire un quart d'heure à peu près avant leur dite, donc un quart d'heure avant. Anticiper aussi, si les gens veulent dîner en terrasse, ne pas les mettre devant, attendre une table derrière. Donc des fois, ils ne veulent pas attendre parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on ne les installe pas devant. Donc c'est une certaine logistique. C'est une grosse logistique. Et puis après, moi, ce que je dénonce un peu par rapport à certains ressentis de riverains, c'est que les terrasses estivales, il y a quand même pas mal d'établissements dans Paris qui ont eu des terrasses estivales encore, et dont les terrasses ne sont pas forcément leur métier. C'est-à-dire ? On voit des boulangeries qui ont des terrasses estivales, on voit des sandwicheries. Mais ça, c'est pas la faute des associations de riverains, non, c'est la faute de la mairie de Paris qui délivre des autorisations. Oui, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus... J'ai peur que des fois, les riverains fassent l'amalgame. D'accord, qu'on mélange finalement le bruit... Il y a des établissements qui avant fermaient à 19h, qui aujourd'hui ferment à 22h, parce qu'ils ont une terrasse estivale. Et ça participe à ce bruit ambiant et donc à ces nuisances. Ils ne vont pas forcément gérer leur terrasse comme nous, on sait le faire, notamment au niveau du bruit. Nous, on a l'habitude, on ferme à 2h du matin nos établissements, donc nous, on n'a jamais voulu être en conflit avec nos voisins dans nos cafés. Enfin, je parle pour moi, mais pour beaucoup de mes collègues. Donc vous avez l'habitude de faire attention, vous avez l'habitude de gérer ces terrasses. Mais on gère et ce n'est pas le cas de tout le monde. De gérer même la rue, en fait. Parce que finalement, même quand nos voisins abusent, on échange pour éviter justement qu'on passe pour les vilains petits canards. Mais après... Je trouve qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de terrasses estivales qui sont délivrées par la mairie qui n'ont pas lieu d'être. Est-ce que vous le constatez, ça, Nicolas Martin-Lalande ? Il y a des sandwicheries aujourd'hui qui n'ont même pas de toilettes pour les clients, on leur donne des terrasses. Il y a des boulangeries qui se transforment en café alors que ce n'est pas leur métier. Et voilà, ils ont, c'est pas péjoratif, mais ils ont quand même du mobilier qui n'a rien à voir avec le nôtre. Nous, nos terrasses de café, c'est du beau mobilier parisien qui donne une image de la ville de Paris. Et qui participe à ce que vous disiez tout à l'heure, Franck Delvaux, cet art de vivre à la parisienne et donc quand les touristes recherche. Soit les Parisiens, les provinciaux ou les touristes ils viennent à Paris, ils vont au musée et ils vont sur nos terrasses de café, même quand il fait froid.
Ils veulent prendre leur petit déjeuner en terrasse, ils veulent pas aller à l'intérieur, ils veulent voilà, découvrir ça. Le ça fait petit partie déjeuner parisien dans une terrasse. J'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, mais j'ai pas retrouvé ça partout là où j'ai été. C'est un ADN très parisien. Est-ce que vous constatez Nous, sur le secteur des Halles, Beaubourg et Montorgueil, dont s'occupe l'association, on constate une augmentation à peu près de 10% par an du nombre de terrasses, et ça représente entre 40 et 45% depuis 5 ans. La Chambre régionale des comptes a rendu un rapport en janvier dernier. De mémoire, il y a plus de 26,5% de terrasses en 5 ans, avec une emprise sur le domaine public qui a augmenté de 60%. Je parle sous votre contrôle. Donc nous, on le constate dans le centre. Une inflation. Oui, ensuite, une inflation n'est pas en soi mauvaise. Encore une fois, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a les bons bistrotiers, restaurateurs dont les terrasses... Il y a les bons élèves et les mauvais élèves. Exactement. Et l'idée, c'est de séparer le bon grain d'ivraie en étant davantage en soutien des bons élèves, mais en étant bien plus ferme vis-à-vis des mauvais. Coercitif avec ceux qui dépassent les bornes. Vous avez raison de parler d'inflation. Alors, l'année où il y a eu le plus de nombre de dossiers déposés auprès de la mairie de Paris, c'était en 2022. 9600 demandes d'installation, 300 nouveaux dossiers seulement cette année, donc on voit que les choses se régulent malgré tout. J'aimerais qu'on revienne quand même sur la situation des restaurateurs. Franck Delvaux, on sait qu'ils ont beaucoup souffert évidemment avec la période du Covid. Après, il y a eu d'autres moments difficiles à venir avec évidemment l'inflation, la hausse du prix des matières premières, le coût de l'électricité qui a flambé aussi, la difficulté à trouver du personnel, les zones à trafic limité. C'est une profession qui a besoin d'être soutenue. Oui, c'est une profession qui est dans la difficulté. Vous avez oublié le télétravail. J'ai oublié le télétravail. Le télétravail en Ile-de-France, Après, on peut télétravailler dans un café ou dans un restaurant. Oui, je donne des idées à ceux qui nous écoutent. C'est quand même très compliqué. Plus sympa. Il y a beaucoup de gens Franck, il y a beaucoup de gens qui travaillent à Paris qui n'habitent pas à Paris. C'est vrai aussi. Le télétravail a complètement changé. Avant, on avait le vendredi midi qui était le meilleur service de la semaine. Aujourd'hui, le vendredi midi, il y a plus grand monde, il y a plus de monde dans les gares que dans les restaurants à Paris. Donc oui, c'est une profession qui souffre. Et je voudrais, ça rebondit un peu, et on aura quand même un point d'accord avec l'association de riverains, c'est le nombre de ce qu'on peut appeler de street food et de fast food qui se développe à Paris. On ne peut pas vouloir dire qu'on est le pays de la gastronomie et laisser en toute liberté, vous prenez par exemple l'autre fois, j'étais rue de Réaumur, il n'y a que ça, du street food, du fast food, du street food, du fast food. Et comment on dit stop ? Comment on dit stop ? Eh bien, c'est simple. En mettant, pour avoir un établissement, comme mon collègue qui a un établissement avec une licence 4, il a dû passer un permis d'exploitation. Eh bien, disons que pour tout établissement qui sert de la nourriture, qui sert de la boisson, il faut un permis d'exploitation. Les street food se développent sans permis d'exploitation. Quand on dit qu'une grande marque, et je ne vais pas les citer pour ne pas avoir de problème, de fast-food, va devenir le bistrot du dernier village français, et que la ministre ne réagit même pas, eh bien moi, ça m'inquiète et je ne peux pas laisser passer ce genre de choses. C'est pas ça la gastronomie française. Donc il faut défendre, encore une fois, ceux qui font les choses bien, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, il faut défendre nos cafetiers, il faut défendre nos restaurateurs. On ne doit pas pouvoir ouvrir un établissement, et là on parle de Paris, dans Paris de street food, sans avoir un permis. Un permis pour dire pourquoi, c'est quoi l'hygiène, c'est quoi les règles de terrasse, c'est quoi ça. Et d'ailleurs, le préfet... Un exemple, la street food, normalement, quand on fait de la vente à emporter, il faut des poubelles sur la façade. Ils n'ont jamais de poubelles. Donc les papiers, il y en a partout. Donc c'est un certain nombre de règles, finalement, de petites règles qui changent tout. Vous parliez tout à l'heure du fait d'avoir des toilettes dans un établissement, vous parliez du fait d'avoir des poubelles. Pour avoir une terrasse de café, il faut des toilettes. Alors comment font ceux qui n'en ont pas et qui obtiennent malgré tout un permis pour On a beau le dénoncer, parce que nous on est quand même juste à côté de l'hôtel de ville. Hein. Vous n'êtes pas loin, c'est vrai. On a beau le dénoncer. Mais donc vous faites comment quand c'est comme ça que vous allez toquer ? J'ai même eu un voisin qui chauffait encore sa terrasse. Et ça a mis du temps avant qu'ils aillent le voir. Mais voilà, en fait, moi, ce que je vois à travers ça, c'est que moi, je travaille avec mon frère. Notre métier, c'est on a des cafés, on a des bistrots depuis très longtemps. Mes grands-parents ont un bistrot. Ma belle famille était dans le métier aussi. C'est une profession, c'est une vision, c'est une image. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui arrivent sur ce marché-là qui n'ont pas du tout les codes. Et c'est pas péjoratif, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, comme dit Franck Delvaux, si ça continue, les rues parisiennes vont être remplies de groupes, de fast-food, de prêt-à-porter. On le voit dans le Marais. Et ça casse l'image de Paris et ça détériore notre qualité de vie aussi. Entre les nuisances et voilà, parce que si dans les rues parisiennes, il n'y a que des commerces qui ferment à 19h, j'aimerais bien voir l'état des rues parisiennes entre 19h et 2h du matin quand il n'y a pas un commerce dans la rue. Et on le voit déjà un peu, parce que avant on voyait les éboueurs à 5h du matin.
Il y avait des établissements de nuit. Moi, mes parents, quand j'étais enfant, ils sortaient des fois, ils allaient dans des cabarets, dans des choses comme ça. Il y avait de la vie la nuit, ça se passait bien. Et il y avait de la présence. Du coup, et moi, j'ai toujours dit que la présence dans les rues de Paris pour les commerces, c'est une bonne chose parce que c'est sécurisant. C'est un regard sur la rue. Et forcément, moi, quand je rentre à 2h30 du matin et que je rentre... Vous préférez quand il y a du monde? Vers ma gare du Nord, je vois que il ne faudrait pas que certaines personnes traînent trop dans la rue en rentrant chez elles. C'est vrai qu'on parle assez peu du sujet de la sécurité. J'aimerais qu'on évoque quand même, avant d'y venir, le sujet des nuisances sonores et qu'on regarde ce tweet de Droit au Sommeil Paris qui a réagi justement au tweet qui a été d'abord... lancé par l'adjoint à la mairie de Paris en charge du commerce. La mairie de Paris continue de cracher au visage des riverains et sur leur santé. L'adjoint au commerce, qui ne nous a jamais reçus, annonce l'ouverture des terrasses estivales jusqu'à 23h. C'était la seule concession obtenue lors de la pseudo-concertation sur les terrasses. Le mécontentement est là. La situation que décrivent les riverains, c'est un bruit insoutenable. Et ces 40 associations de riverains qui se sont mobilisées dénoncent et appellent à la vigilance puisqu'ils disent que dans un certain espace temporel qu'ils ne nomment pas, il y aurait 150 000 Parisiens qui développeraient des troubles de l'endormissement et du sommeil liés au bruit. Est-ce que c'est une inquiétude que vous avez? Est-ce que vous êtes convaincu finalement demain que le bruit peut avoir des conséquences sur notre santé? Ça, je crois que c'est établi scientifiquement que le bruit est un enjeu de santé publique. La ville de Paris, d'ailleurs, s'en est emparée puisqu'elle a adopté un plan d'amélioration de l'environnement sonore et l'une des mesures de ce plan, c'est la mise en place de comités locaux du bruit. Nous, ce que l'on souhaiterait, c'est que ces comités locaux du bruit soient mis en place. Plus il y aura d'échanges entre les commerçants d'une part, les habitants d'autre part et enfin les pouvoirs publics, et mieux ce sera. La communication, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau familial, que sais-je, c'est toujours ce qui permet d'éviter un certain nombre de conflits, ou en tout cas d'atténuer l'intensité de ceux-ci. Donc, quand on parle du bruit, c'est très polymorphe, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a le bruit évidemment de la circulation, il y a le bruit qui est lié aussi pour certains logements à un très mauvaise qualité du bâti. Ouais. Et derrière, il y a évidemment les nuisances qui viennent de la rue. Ça peut être des personnes qui font du bruit dans la rue. Ça peut être en effet le bruit qui est généré par des établissements qui ont des terrasses qui sont très animées. Est-ce que la préoccupation principale aujourd'hui des riverains, c'est vraiment les terrasses quand on parle du bruit? Ou c'est finalement une multiplication de facteurs qui entraînent des qualités de vie qui sont détériorées? Je pense vraiment que ça dépend des quartiers. Dans certains quartiers réputés pour être très festifs, probablement, mais je pense que dans la majorité des quartiers de Paris, c'est plutôt le bruit lié à la circulation. Le bruit ambiant aussi, routière. Finalement. Et la circulation routière. Oui, absolument. C'est la circulation. Vous savez, vous prenez, j'ai discuté récemment à la mairie avec une association de riverains qui me parlait du canal Saint-Martin. Oui. Parce que c'est pas les cafés. C'est pas les cafés. Dès qu'il fait beau, vous allez le long du canal Saint-Martin. C'est des personnes qui s'installent sur le bord du canal. Regardez ce qui s'y passe. Il y avait un autre débat sur la cigarette. Là-bas, il n'y a pas que la cigarette qu'on fume le long du canal Saint-Martin. Il y a un peu tous les produits. Il y a de l'alcool parce qu'on va acheter ça dans des épiceries. Ouais, c'est vraiment un truc global. Puis on met sa musique aussi. Voilà, et donc on met sa musique. De focaliser régulièrement sur ces 4000 terrasses estivales, c'est un peu, faut aussi un peu regarder peut-être une partie du problème. Et je dis pas, je défends pas l'indéfendable parce que je sais que dans mes collègues certains ne respectent pas et il y a des abus. Mais ils sont punis. Et cela, faut les sanctionner. Et la police municipale, je peux vous dire le nombre d'amendes parce qu'on a des rendez-vous réguliers avec la police municipale. La police municipale de Paris est présente, met des amendes et il y a même des restaurateurs, des cafetiers qui sont saisis sur leur compte personnel. Mon frère et moi. Voilà, 1500 € chacun, on s'est fait saisir. Sur le compte sans recevoir un proviseur. Sans même avoir reçu l'amende. Il faut le dire ça aujourd'hui. Et remboursé au bout d'un an. Pardon, j'ai pas compris. En fait, ils ont constaté, sans nous le dire, parce que vous n'avez pas été notifié ? Très bien. Non. En fait, ils parlent d'objets ou de... Je me souviens un peu exactement de l'intitulé de la contravention, mais on ne sait pas si ça concerne une terrasse, une poubelle, la poubelle du voisin, la terrasse du voisin. Ils viennent pas nous voir. Il n'y a pas de proximité en fait dans la police municipale. Et ça fait longtemps qu'on le dénonce. Pour moi, un policier municipal, c'est de la proximité avec les riverains. Donc c'est d'abord de l'échange, d'abord de la discussion. La proximité avec des SDF dans un quartier. Ils doivent connaître tout le monde, en fait. Les policiers municipaux, ils sont sectorisés. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, il n'y a aucune proximité, même avec nous. Et du coup, oui, on nous a mis des procès-verbaux, certainement, pour des terrasses. Mais nous, à aucun moment, on nous a notifié de ces PV. Et ils ont été mis en nom propre. Pas au nom de la société exploitante. Et ça, c'est légal ? Non, parce que de toute manière, déjà, pour mettre un procès-verbal, il faut le notifier. Donc il faut aller vers l'exploitant ou le responsable de l'établissement
prendre le nom de la société exploitante. À l'époque, ils venaient et on mettait même un coup de tampon. Comme ça, ils avaient le nom de la société. C'était mieux, ça ? Ça fonctionnait correctement. Ça fonctionnait. Nicolas Martin-Lalande, vous disiez tout à l'heure qu'on doit s'approcher de la tolérance zéro quand on parle de ceux qui exagèrent, de ceux qui sont dans des abus du quotidien, justement, notamment sur cette question du bruit et ces autorisations de terrasses estivales. Est-ce que, pour autant, vous déplorez vous aussi ce manque de communication, peut-être d'échange avec la police municipale et peut-être cette manière d'abord de dialoguer entre acteurs d'un quartier ? Oui, et je pense que c'est la partie émergée de l'iceberg. Le manque de communication, il est plus généralement entre la mairie de Paris et l'ensemble de ses services, et puis les habitants et les commerçants. Nous, on le regrette, d'ailleurs assez régulièrement. On plaide pour la création de ce que l'on appelle un comité économique, social et environnemental local ou municipal qui serait chargé de conseiller le ou la maire de Paris et qui comprendrait les représentants des acteurs professionnels évidemment, mais des représentants des habitants aussi. Donc le problème est plus large. Le manque de communication entre l'hôtel de ville de Paris et le terrain est vraiment quelque chose que l'on déplore très régulièrement. Alors j'aimerais vous soumettre une proposition du maire de Paris-Centre, Ariel Veil. Ma position n'a pas changé. Je pense que c'est une mesure c'est pas une mesure qu'il faut prendre sur toute la ville, mais qui devrait plutôt être à la main des maires, et selon les quartiers. Donc on passerait d'une logique par quartier, par arrondissement, plutôt que sur une logique globale sur la ville de Paris. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est-à-dire que, typiquement, je reprends votre idée de quartier. On se connaît, on sait qui est commerçant, qui fonctionne. On connaît Monsieur Veil, il vient nous voir de temps en temps. Et on le remercie, parce que ce n'est pas le cas de tous les maires qui viennent voir leurs commerçants. Mais qu'est-ce qu'il pense d'un épicier qui reste ouvert jusqu'à 5h du matin dans le quartier et qui vend de l'alcool avec 3 pots de haricots au fond de son magasin ? Bon, il le sait. Hein. Et qui accepte les titres restaurants. Il le sait. Qu'est-ce qu'il en pense ? Parce que, après, on va dire qu'il y a encore des gens ivres qui traînent dans les rues parisiennes à cause des bars et des restaurants, mais là, c'est pas le cas. Et on le voit, excusez-moi, on va faire une aparté sur la fête de la musique. Moi, la fête de la musique, j'ai entendu tous les discours nous reprochant les bistrots, les terrasses, d'avoir eu des débordements avec des DJ, des machins. Nous, on l'a vécu rue des Archives, ça s'est très bien passé. Tous les ans, on l'a fait, ça se passe très bien. Comment vous expliquez alors l'état des rues de Paris le lendemain ? C'est pas compliqué, les supérettes, les épiceries. La vente d'alcool, moi, j'habite dans le 10e libre. arrondissement. La vente d'alcool dans les épiceries est interdite à partir de 17h. Ça, c'est une bonne chose ? Ils l'ont tous fait. Hein. Ils l'ont tous fait. Et pourquoi la préfecture ne demande pas l'arrêt de la... Nous, quand on vend de l'alcool à emporter, c'est dans des gobelets, on ne vend pas de verre. On a des poubelles. Le soir, on est parti à 4h30 du matin parce qu'on a tout ramassé dans la rue avec mes confrères. On a passé le jet partout parce qu'on sait que la mairie de Paris est débordée les lendemains d'événements comme ça. Bien sûr. Et cette année, ça a été relativement chaotique au niveau de Châtelet. Et je pense que monsieur l'a déploré, je l'ai vu qu'il l'avait déploré, et il a raison, mais c'est à l'image de la victoire du PSG en Ligue des Champions, quoi. Je ne vais pas faire d'amalgame, mais c'est pas notre clientèle. C'est pas notre clientèle, et ça crée des débordements et ça donne une mauvaise image. Et le problème, c'est que certains riverains... Vous le dites, on l'impute aux restaurateurs et aux cafetiers. Notamment le droit au sommeil, qui est très extrême, je trouve, dans ses propos parfois, fait trop d'amalgame avec des brasseries, des bistrots, des cafetiers. Oui, quand on regardez sûrement comment l'état devait être le canal Saint-Martin le lendemain de la fête de la musique, le long des quais de Seine, regardez le long des quais de Seine. Oui. C'était pas des restaurateurs, c'était pas des cafetiers. Quand vous passez le matin, tout traîne, etc. Donc aujourd'hui, à chaque fois, se focaliser sur 4200 terrasses estivales, c'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est trop facile. En sachant que dans les 4200, il y a des boulangers. Il y a des quoi, pardon ? Il y a les boulangers. Oui. Donc il y en a peut-être moins que ça dans les bistrots. Et nous aussi, on appelle à ce que les arrêtés du préfet de police de Paris interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique soient mieux respectés. Ils ne sont absolument pas respectés dans le quartier des Halles. Ils ne le sont absolument pas. Nous, on a une licence 4, on ne peut pas servir quelqu'un qui est ivre. On n'a pas le droit, sinon on perd la licence. Donc nous, on le fait. On le fait. On a l'habitude de gérer les gens alcoolisés. Mais quand vous laissez quelqu'un acheter une bouteille de vodka ou de whisky et se balader dans la rue dans Paris, il est libre. Personne ne va lui dire... Et puis je pense que les autorités, elles en ont un peu marre de gérer ce genre de choses, quoi. Donc je reviens sur ma logique d'arrondissement et la proposition d'Ariel Veil, c'est pas une bonne idée. Non, mais Ariel Veil, ce qu'il oublie de dire, c'est que dans son arrondissement, il a déjà, puisque le RET, le règlement des étalages terrasses de la ville de Paris, il a déjà une charte beaucoup plus drastique que la charte de la ville de Paris. C'est ce qu'il oublie de dire, Ariel Veil.
Et il a déjà une charte beaucoup plus drastique. Donc certains arrondissements ont déjà des chartes beaucoup plus drastiques. Donc il y a déjà finalement un début de logique par arrondissement. Mais évidemment. Nous, quand on a repris après le Covid, on avait une contre-terrasse. Donc on avait 60 places en plus. On avait commandé du mobilier, du beau mobilier. On avait acheté des parasols, on avait mis des jardinières. La maire de Paris était même venue déjeuner à sa réélection chez nous pour fêter sa réélection. On a trouvé ça génial, machin. L'année d'après, on ne nous l'a pas donné. Pourquoi ? Parce qu'on a certains de nos voisins qui en ont trop abusé. Et le maire n'a pas voulu faire de cas par cas. Il a dit non. Par contre, le Pain Quotidien à côté de nous, ils ont une contre-terrasse. C'est quoi une contre-terrasse ? C'est une terrasse, en fait, vous laissez... Nous, on a 3 mètres de passage, voire 3,50 mètres de passage entre le premier arbre et notre terrasse. Et l'idée, c'était d'aménager entre les arbres, mettre des chaises et des tables, comme on avait fait à la sortie du premier Covid, enfin, de la première fermeture. Et vous n'avez pas pu continuer à le faire ? Non, parce que certains ont abusé. On l'a vu dans Paris. Il y a des gens qui ont fait des cabanes, qui ont mis des... des oursons, il y a eu des cafés, mais il y a beaucoup... Des fleurs. Après, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas de... Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de terrasse dans leur... ils n'avaient pas de droit de terrasse à l'année, qui se sont découverts une activité de terrasse. Et une terrasse, ça s'apprend, ça se tient. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. J'aimerais qu'on parle des clients, des consommateurs. On a parlé de l'espace public au sens large. Est-ce qu'il faut aussi sensibiliser les personnes qui vont au restaurant, qui vont dans les cafés, qui sont en terrasse le soir, qui ne se rendent peut-être pas toujours compte qu'ils font du bruit, parce que finalement on parle quand même, on tient finalement les restaurateurs et les cafetiers responsables du comportement d'adultes, pour souvent responsables, majeurs et vaccinés. Il y a eu des campagnes de ça. Mais est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on y croit ? Allez dîner à Paris, comme j'ai dit, à Paris, selon l'expression, vous n'allez pas dîner à l'heure des poules. C'est-à-dire qu'à Paris, on ne va pas dîner avant 20h, 21h. Oui, et puis si on est une bande d'amis, ça peut faire du bruit. Et donc une terrasse qui ferme à 22h, ça crée problème. Donc déjà 23h dans un restaurant, ça permettra quand même de lisser, de mieux gérer. Et après, effectivement, dans les bars, etc., parce que beaucoup, en fait, font l'amalgame entre les terrasses estivales, 23h, puisque là, ce qu'on a obtenu, et les terrasses pérennes qui peuvent aller jusqu'à 2h du matin. Beaucoup confondent les deux. Après, évidemment, au plus on avance dans la soirée, au plus on peut trouver des gens alcoolisés. Bien sûr. Et c'est un peu plus dur quand même, mais même c'est un métier de les raisonner. C'est un métier de les raisonner, et puis c'est aussi à chacun peut-être de se responsabiliser. Nous, on considère que la ville de Paris, l'hôtel de ville, devrait davantage sensibiliser, donc communiquer. Encore une fois, communiquer. Absolument. Informer. Puisque j'étais venu sur votre plateau pour parler police municipale, c'est un petit peu le même sujet. On regrette le manque de campagne de sensibilisation. Faire la fête à Paris, c'est un reflet du savoir-vivre et manifestement, on a de plus en plus de mal à faire la fête ensemble parce qu'il y a un problème de savoir-vivre et de civilité désormais dans le pays. Alors qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place ? Qu'est-ce que vous demandez par exemple ? Alors nous, certaines des recommandations de la Chambre régionale des comptes nous parlaient, je pense notamment au fait de mettre un terme au renouvellement tacite des autorisations de terrasse. On considère que c'est bien tous les 5 ans de peser le pour et le contre, de voir un petit peu comment les choses se sont passées. Il y a eu des propositions aussi. Et donc de soumettre au bon respect des règles établies ? Naturellement. Il y a eu des propositions de créer une sorte de permis à points. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexis ? Non, mais il y a des cafetiers parisiens qui se sont fait lourdement sanctionner parce qu'ils ne respectaient pas. Ils ont perdu leur terrasse. Pas très loin d'ici d'ailleurs. Sur la rue du 4 septembre, il se reconnaîtra s'il écoutera. Donc les sanctions sont appliquées. Il n'a plus de terrasse. Et cette idée du permis à points ? Ils lui ont enlevé le droit de terrasse et la mairie a dit on donnera le droit de terrasse si quelqu'un d'autre reprend l'établissement. Et cette idée du permis à points qui est soumise par... On a déjà des verbalisations. Aujourd'hui, l'urbanisme par rapport aux terrasses estivales, tous les ans, est capable de dire voilà, vous avez eu trop de PV, l'année prochaine, vous n'aurez pas de terrasse estivale. Ils sont capables de le faire. Après, le problème, c'est que est-ce que la police municipale fait correctement son travail ? Ça, c'est un autre sujet. Est-ce qu'elle ne se cible pas souvent sur les mêmes ? Il y a un problème de RH aussi. Les inspecteurs de la rue qui s'occupent des terrasses et des étalages sont assez peu nombreux. C'est quelques dizaines. Sur Paris Centre, sauf erreur de ma part, il y en a un. Donc il y a un vrai problème de ressources humaines. De moyens humains. Absolument. Pour contrôler le bon respect de la réglementation et qui, encore une fois, est préjudiciable aux bons bistrotiers restaurateurs, si je puis dire. Et aux riverains qui souffrent du bruit. Absolument. Et moi, c'est pour ça que ma conviction, c'est que les intérêts convergent et que c'est le même combat entre bons bistrotiers restaurateurs et riverains contre les mauvais. Plus de dialogue, donc. Moi, c'est ce que je retiens. Et ça sera le mot de la fin, Franck Delvaux, si vous voulez réagir.
Oui, non, mais plus de dialogue, mais dans un esprit constructif. Voilà, moi, je reste sur mon sujet. Il n'y a pas que les terrasses estivales. Il y a quand même beaucoup d'endroits dans Paris où il se passe tout et n'importe quoi sans aucun contrôle. Il y a des riverains qui font beaucoup de bruit aussi. Et il y a des riverains qui font beaucoup de bruit. Bon, c'est un sujet qui est intranchable. J'avais donc raison dans mon introduction. C'est un vrai casse-tête et ça continuera de l'être. Il faut trouver le juste milieu, mais c'est bien de faire du cas par cas aussi. On se quitte là-dessus ? Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été présents sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France pour évoquer avec moi ce sujet des terrasses estivales dans Paris et la pollution sonore. On passe tout de suite à l'entretien culture. Les étoiles du classique reviennent à Saint-Germain-en-Laye pour la 4e édition. Du 22 au 30 juin, 10 concerts vont réunir 200 jeunes talents, des concerts variés pour rassembler un public toujours plus nombreux, du jazz, du piano, des concerts symphoniques, des récitals instrumentaux. L'idée étant de proposer une programmation de très grande qualité tout en organisant un moment convivial, engagé et solidaire autour de ces jeunes brillants. On va en parler avec Thomas Lefort. Vous êtes violoniste et directeur artistique des Étoiles du Classique. Vous êtes accompagné en plateau d'une harpiste. Merci beaucoup d'être avec nous. Anaïs Godemar, on est ravis de vous avoir en plateau. Thomas Lefort, peut-être déjà une question sur comment est née cette idée de créer ce festival des Étoiles du Classique. On l'a dit, c'est la 4e édition. Exactement. Alors cette idée est partie tout simplement du Conservatoire de Paris. J'étais étudiant, comme Anaïs d'ailleurs, qui nous parlera de son parcours aussi. Et en fait, j'ai eu cette idée de construire un projet autour de mes copains, des jeunes artistes, un festival qui accueillerait le grand public et qui proposerait de la musique pendant quelques jours, de manière décontractée, avec un format nouveau, avec des formats nouveaux. Et donc, de fil en aiguille, les choses ont évolué. J'ai eu la chance de rencontrer un mécène du Conservatoire de Paris, Monsieur Petit, qui est un mécène du Conservatoire depuis 25 ans. Il finance des enregistrements, il aide des jeunes à acquérir un instrument. Et donc, on s'est rencontrés autour de ce projet et on partage la même philosophie. Donc, on a lancé cette version de festival qui s'appelle les Étoiles du Classique. Étoiles du Classique, puisque ce sont 200 jeunes artistes tous les ans qui viennent. Donc, les étoiles, comme les danseurs étoiles, les meilleurs jeunes talents du classique. 200 jeunes artistes qui ont besoin d'être soutenus. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être soutenu, d'être accompagné quand on est un jeune artiste et qu'on essaye de se faire une place, un nom dans ce milieu ? Eh bien, pour se faire entendre, pour partager l'essence même de notre métier, pour se rencontrer et évidemment pour remplir notre mission qui est une mission culturelle. C'est même une mission, je dirais, sociale, humaniste, parce que on ne cesse de le rappeler en ce moment. Il est dangereux, je soutiens mes mots, vraiment de considérer la culture comme accessoire, non essentielle. C'est une façon de maintenir notre patrimoine. Et j'imagine que vous êtes heureuse de le défendre aussi. Exactement. C'est un engagement. Absolument, c'est ma mission, d'artiste, d'harpiste plus précisément. Et ce genre de festival tremplin, qui est très ambitieux aujourd'hui dans le contexte que l'on connaît, est très très bienvenu pour nous artistes, pour se rencontrer. Vous avez parlé de cette vocation, de cette mission, de cette envie de transmettre, de partager votre passion, puisque c'est ça évidemment, et c'est pour ça que ça marche aussi bien, on y reviendra, cette générosité, cette gourmandise, cette sensibilité qu'ont ces jeunes artistes, cette envie de partager. 15 000 personnes ont déjà été convaincues sur les 3 premières éditions du festival. Pour cette nouvelle édition, vous vous êtes entouré de 2 parrains. Patricia Petitbon, elle est soprano, et Laurent Corsia, violoniste. L'idée, encore une fois, c'est de s'appuyer sur des personnes derrière qui vont pouvoir soutenir vos efforts, soutenir l'engagement de ces artistes. Exactement. Alors, vous avez cité ces 2 noms-là. On a la chance tous les ans d'avoir un ou 2 parrains exceptionnels qui sont assez avancés dans leur carrière. Donc, qui ne sont plus des jeunes artistes, qui ne sont plus des jeunes talents. Oui, qui l'ont été et qui connaissent le chemin pour arriver à trouver sa vocation dans la musique. Et donc, ils sont là, ils parrainent le festival. Alors, cette année, on a la chance d'avoir donc Laurent Corsia, très grand violoniste, qui sera là avec nous et qui nous fera l'honneur de jouer
jouer dans 2 soirées, une soirée autour de Yudi Menuhin, il y aura un hommage à ce grand violoniste du XXe siècle, et Patricia Petitbon, qui est une chanteuse exceptionnelle, qui sera là pour une journée de masterclass. J'invite tout le monde à venir, puisque les tarifs sont très accessibles au festival, et notamment cette masterclass qui est ouverte et qui est gratuite pour les jeunes. C'est génial, voilà. Même si on n'a aucun talent, aucun don particulier, on peut y aller. Oui, et on est bienvenu quand on n'a pas on ne connaît pas, puisqu'on peut découvrir la musique classique de manière vraiment nouvelle, de manière décontractée. Les concerts sont variés. Oui, vous avez fait le choix d'une programmation qui est très riche, qui est très variée, Exactement. Qui est éclectique. L'idée, c'est de réunir un public large. Est-ce que vous êtes heureuse aussi quand vous allez chercher un public qui n'est pas nécessairement acquis? Absolument. En fait, c'est réactualiser sans arrêt une pensée. Que de donner Molière, Victor Hugo, etc. Et ce qu'on aimerait défendre, peut-être d'un point de vue de culture générale, que l'on retrouve moins en France au niveau de la musique. On a une culture générale très littéraire en réalité, notamment à l'école, etc. Mais moins musicale. Oui, en fait. Vous le déplorez. Vous avez envie de le partager, ça, justement. Oui, tout à fait. C'est pourquoi je fais ce métier. Peut-être je fais ce métier aujourd'hui pour ces raisons-là. C'était peut-être pas les mêmes il y a 10 ans. Et le contexte fait que nous sommes de plus en plus engagés. Mais voilà, par exemple, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, est-ce qu'ils ont leur égal en termes de notoriété commune dans l'imaginaire des gens, et je pense qu'on a un très beau patrimoine en France. On a des compositeurs exceptionnels. Vous aurez la chance d'écouter aussi du Hector Berlioz, qui a été une des figures majeures de la musique complète, parce qu'il a révolutionné l'orchestre. Ça a été un créateur, un innovateur. Vous avez et en fait c'est comme une famille, puisque nous-mêmes on est issus de conservatoires, et ces grands personnages de la musique sont issus du même conservatoire de Paris qui date de 1795. C'est vraiment une institution particulière et très française, et on en est fiers. Vous parlez d'institution. Moi, j'ai aussi le sentiment que vous parlez d'une grande famille, dans cette logique aussi d'accompagner, d'aider les jeunes. Au total, c'est 600 jeunes qui ont été soutenus en 3 ans. Là, 70 jeunes solistes que vous allez mettre en avant, 60 musiciens qui vont rejoindre l'Orchestre symphonique des étoiles du classique. Derrière, il y a l'idée, je trouve, de se serrer les coudes. Absolument. Et je trouve ça très malin, et surtout, je trouve ça très beau. Et je pense que c'est un message, indépendamment de la beauté, évidemment, de ce patrimoine artistique, culturel et musical. Je pense que le public est très sensible aussi à ça. Il le sent. Oui, ce sens de la solidarité. Et de sortir la musique aussi, de l'apporter à des publics peut-être empêchés. Alors on a un public de handicapés qui en sont porteurs d'autisme. Oui, vous allez accueillir 100 jeunes autistes avec leurs accompagnateurs. Exactement, comme tous les ans. Et donc 600 enfants qui sont invités à un concert qui leur est dédié, concert découverte. Ils sont préparés pour ça, dans 20 classes. Et ils connaissent tous sur le concert, ils viennent et hop, de suite ils sont connectés à la musique. C'est une super porte d'entrée pour eux. Voilà, exactement. Et donc ce volet d'ouvrir le festival, on va aussi dans le milieu hospitalier tous les mois, avec des jeunes musiciens qui viennent jouer dans des services de réanimation, de gériatrie. Et voilà, la volonté aussi, c'est d'ouvrir la musique classique, d'apporter cette beauté qu'elle contient au grand public, à vous. Et donc, n'hésitez pas, en tout cas, à franchir la porte, parce que je pense que vous cassez les murs, en tout cas. Et ça, je trouve ça très bien, avec ces 1000 jeunes aussi, qui sont peu habitués des salles de concert en général, mais peut-être plus encore de la musique classique, et qui vont pouvoir venir gratuitement aux étoiles du classique. Et c'est une chance, et vraiment venez comme vous êtes, sans préjugés, et laissez-vous percer, parce que voilà, on peut se laisser surprendre. Exactement, et on est très heureux quand on a un public de non-initiés et de gens qui ne nous connaissent pas, et on les accueille à bras ouverts. Et c'est notre mission aussi, voilà, de partager ce qu'on ressent en tant que musicien. Alors, il y en a, comme je disais, pour tous les goûts. Il y a aussi du jazz, il y a de la musique baroque. C'est génial qu'il y ait du jazz, qu'il y ait du baroque, qu'il y ait du piano, qu'il y ait des récitals. Il y a beaucoup de choses, et en fait, c'est des soirées thématiques avec un thème et un fil conducteur, et il y a plein de choses qui se passent. Il y a aussi des imprévus, il y a des petites surprises, il y a des présentateurs pour certains concerts qui présentent le concert, qui animent le concert. Oui, il faut que ça soit festif. Exactement. C'est un événement festif. Oui, ça fait partie d'un rapport au public. Quand on est musicien, sur scène, à la fois, on exprime des choses qu'on ressent, et la scène, elle n'est pas que une performance, elle est aussi un moment d'échange avec le public. Et voilà, donc vous verrez si vous venez qu'on est très sympa, et que ça se voit, je vous rassure. Anaïs Gonnoir, quand est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver sur scène? Où et quand? Alors, dès jeudi, au Théâtre Alexandre Dumas à Saint-Germain-en-Laye, jeudi 26 juin,
pour la grande soirée. Alors ça, c'est une soirée consacrée à la musique de chambre. Génial. Je suis accompagnée de partenaires de très grande valeur, je dois dire. Nous jouerons la musique du compositeur français Jean Cras, qui était officier de marine, qui est mieux connu pour la règle de Cras, qui est utilisée en instrument de mesure en marine. Voilà. Et puis le 29 juin, pour le gala symphonique, avec l'orchestre qui a été constitué exprès, n'est-ce pas, par le festival, si je ne me trompe pas, avec un très jeune chef, Swan van Rechem, qui est prix de Besançon. C'est une reconnaissance très importante. Il y a eu ce prix l'an dernier. Donc je jouerai pour la première fois sous cette direction. Qu'est-ce que ça représente comme ça de côtoyer d'autres artistes, d'autres talents et de se prêter à ce jeu qui est un jeu de composition aussi, puisqu'on se découvre, on joue ensemble, on se redécouvre, on redécouvre des partitions, des morceaux. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Je pense que ça permet d'avoir des beaux souvenirs. Et puis les moments de répétition, de rencontres, créent aussi d'autres projets. Je sais qu'il y a des jeunes musiciens qui se sont rencontrés par les Étoiles du Classique. Et oui, ça crée des synergies, c'est sûr. Exactement, voilà. On va dire que c'est un lieu de rencontre. Alors, pour la musique, après, on ne sait pas plus, bon, après, chacun a sa vie, mais c'est un lieu de rencontre pour les artistes aussi. Ouais. Donc, c'est des échanges, c'est des moments de vie aussi, et c'est important de les vivre aussi dans notre époque, comme disait Anaïs, où on perd ces moments de rencontre et de lien social. Qu'est-ce que le fait d'être jeune artiste apporte au fait d'être artiste? Oui. On réactualise sans arrêt une pensée, en fait. Oui. Alors, ensemble, quand on se rencontre, on est plusieurs à cela, et quand on est jeune artiste, en fait, est-ce qu'on est un jeune talent ou est-ce qu'on est un talent tout court qui fait ses premières armes? C'est ça. Fait. Et finalement, l'appellation... oui, la transition. Oui, jeune ne veut pas dire inexpérimenté. Non, justement. Oui. Ouais. Il y a des jeunes qui sont incroyables. Alors, on a eu notamment au premier concert, là, donc l'officiel a commencé, une jeune chanteuse, Axel Saint-Cyrel, qui a chanté aux Jeux Olympiques et qui fait partie justement de ces talents émergents. Et donc, il y en a d'autres et ils sont vraiment... choisis pour à la fois leur mérite musical, mais aussi leur part humaniste. Parce que je pense que c'est important que l'artiste soit vecteur de beauté, à la fois sur le plan de sa musique, mais aussi dans la vie, avec des valeurs. Vous l'avez dit, c'est important pour la société qu'on construit. Oui, bien sûr. C'est vraiment un vecteur de valeurs. Et c'est ça l'importance de la culture aujourd'hui. Elle doit, et son but, c'est d'apporter du bien-être, d'apporter du lien. Et on en a vraiment besoin dans un monde actuel qui en perd le lien avec les gens. Voilà. Peut-être en qualité de jeune artiste, on continue d'écrire l'histoire sans arrêt. Oui. Et on a même pensé aux beaucoup plus jeunes avec cette actualité. En avant les harpes. Oui, alors c'est un livre jeunesse qui s'inscrit dans une collection pour plusieurs instruments de l'orchestre. Et celui-ci est consacré à mon instrument, à la harpe. Il va s'adresser à des... L'idée étant toujours de sensibiliser, de partager votre passion et d'essayer d'aller toucher ces jeunes publics qui demain seront ces jeunes talents qu'on pourra peut-être retrouver sur scène pour les Étoiles du Classique. Un grand merci à tous les deux d'être venus nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. On rappelle les dates du 22 au 30 juin, 10 concerts à découvrir qu'on peut évidemment aller dénicher, chercher sur le site internet dédié pour ceux qui ont prévu de s'y rendre et on vous y espère nombreux. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France et on passe tout de suite à la consommation. De la conso et aujourd'hui on vous parle de vos armoires remplies à craquer de vêtements que vous ne portez pas, que vous ne portez plus surtout. En 2023, 3,2 milliards de vêtements ont été vendus et seulement 30% d'entre eux sont effectivement portés. Des placards qui débordent, un pouvoir d'achat qui se contracte et une empreinte carbone qu'on ne peut plus négliger. Et si vous essayez le vestiaire partagé, la location de vêtements, c'est l'idée absolument géniale de WearWear et surtout de ses cofondatrices Victoire Tassin et Yasmine Brunet. Yasmine Brunet, merci beaucoup d'être sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. On est ravis de vous recevoir. J'aimerais qu'on dise un mot d'abord sur le contexte quand même. On ne porte pas 70% des vêtements qu'on achète. On ressent une certaine frustration à se faire plaisir. Ça, c'est la faute à la contraction du pouvoir d'achat. Et puis, il est difficile d'ignorer quand même notre empreinte carbone, la réalité écologique de nos achats. Pas simple, donc, de s'habiller avec goût et puis de se faire plaisir, c'est vrai.
Exactement, c'est vraiment cette question à laquelle on a voulu s'adresser avec Victoire en créant WearWear. L'idée, c'est de ne plus culpabiliser tout en profitant du fait de bien s'habiller et en créant un vestiaire partagé qu'est WearWear avec un accès à des prix très intéressants, à des pièces de qualité. L'idée, c'est donc que l'on peut porter un vêtement finalement sans le posséder. Exactement. Et ça ne change rien. Exactement. Quand on le porte. Ou alors de posséder de très beaux vêtements qu'on est à même de partager avec le plus grand nombre. Comment est-ce que cette idée, elle vous est venue ? Alors avec Victoire, on a toujours connu cette pratique de s'échanger nos vêtements entre amis, avec nos sœurs. Et c'est vrai qu'en parlant avec beaucoup d'amis, on s'est rendu compte que l'idée d'un vestiaire partagé était vraiment... Ça démultiplie les opportunités quand même quand on y réfléchit bien. Exactement. Donc l'idée nous est venue, et il y a une anecdote pour ça avec Victoire qu'on aime raconter, celle d'une combinaison avec laquelle j'ai passé un entretien que j'ai obtenu et que j'ai prêté à Victoire ensuite. Donc on croit vraiment à la confiance que peut nous insuffler un vêtement en le portant. Donc un vêtement peut avoir plusieurs vies. Exactement. Et il est chargé d'une histoire, évidemment, aussi. Et derrière, quand on le porte, vous l'expliquez, vous, ça vous a donné à toutes les deux un regain de confiance en soi. En tout cas, ça vous a apporté quelque chose. Vous avez donc développé une application sur laquelle on peut louer des vêtements entre nous. L'idée, c'est de créer une communauté et de prêteuses et de loueuses. Oui, alors on les appelle les propriétaires et les locataires. Les propriétaires et les locataires, pas mal, comme dans l'immobilier. Exactement. Avec cette idée d'une communauté bien ancrée, c'est vrai que c'était très bien d'avoir un cercle d'amis avec lequel partager nos vêtements, mais on a voulu l'étendre au plus grand nombre. Et pour ça, on a créé une application qui reprend les codes d'un réseau social. Nous, on a pour aspiration d'être le réseau social de la mode, avec une messagerie instantanée. Ah, on peut échanger. Exactement. C'est génial. Un profil conçu comme Instagram, qui reprend les codes, et un côté éditorialisé, avec nous, on met des collections en avant, inviter à un mariage, la maternité. Donc des thèmes aussi. Exactement. Et on sait que, par exemple, on est dans la période des mariages, tout le monde cherche une tenue pour aller être une invitée qui fait honneur aux mariés, c'est l'occasion. Quelles sont les pièces qu'on peut trouver sur la plateforme ? Est-ce qu'il y a des marques quand même que vous référencez de manière plus évidente que d'autres, et puis quels sont les prix finalement de ces locations ? Alors, j'imagine qu'il n'y a pas une réponse, c'est pas évident comme question. Non. Mais il faut savoir déjà qu'on modère chaque annonce avec Victoire pour garantir une offre cohérente et de qualité. Et c'est vrai qu'on a identifié quelques marques qui sont vraiment assez désirables, comme Maria Della Orden, Destré, Tressé, ce genre de marques. Le prix boutique moyen est de 350 € environ. D'accord. Et ce qui nous permet de suggérer un prix de location à son propriétaire d'environ 14 € par jour. D'accord, 14 € par jour la location d'une pièce. Derrière, comment est-ce que ça fonctionne pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie justement de louer une pièce sur WearWear ? Alors côté propriétaire, c'est très simple, on crée son profil et on va pouvoir ajouter les pièces à son vestiaire, comme on le fait sur un Vinted aujourd'hui par exemple. À partir du prix boutique, nous on va faire une suggestion de prix de location journalier. Oui. Et ensuite, à partir de ce prix de location journalier, le propriétaire va avoir un tarif qui sera imposé dégressif, plus la durée de location est longue. Et côté locataire, l'utilisatrice parcourt le catalogue et peut sélectionner à des dates précises la pièce choisie. Ah, c'est hyper malin. Et on peut louer sur combien de temps ? Il y a 4 durées de location. D'accord. 4, 8, 16 et 32 jours, avec ce tarif dégressif imposé. Et vous, par exemple, vous portez une pièce ? Oui, tout à fait. WearWear, exactement. Vous pouvez la louer en ce moment dans le vestiaire de Victoire. C'est une pièce de la marque Post, marque australienne très jolie. C'est hyper joli, ça vous va super bien. Merci beaucoup. Une fois qu'on a fait son choix, comment ça fonctionne côté... vous m'avez dit propriétaire-locataire, côté locataire. Côté locataire, la locataire envoie une demande de location à la propriétaire, qui doit l'accepter ou non sous 48 heures. Et ensuite, par rapport à l'envoi, on propose 2 options, la remise en main propre ou l'envoi postal via en point relais. D'accord, ensuite c'est un délai de livraison classique, j'imagine ? Oui, classique, il y a des bordereaux à télécharger directement sur l'application. Pratique. Ok. Une question quand même sur le côté pratique, le côté logistique. Est-ce qu'on doit s'adapter à ces nouveaux modes de consommation, se dire que demain, on va devoir fonctionner comme ça ? Est-ce que ça reste une contrainte pour certains, pour certaines, ou est-ce que vous pensez que finalement c'est une manière de concevoir l'idée de s'habiller et donc derrière de consommer les vêtements qu'on va acheter ou en tout cas qu'on va louer ?
Nous, vraiment, notre vision, c'est d'avoir dans son vestiaire que des pièces de qualité, de bons basiques, intemporels, mais aussi des pièces de qualité plus originales qu'on sera à même de partager, de louer justement. Donc on voit en la location un vrai mode de consommation, celui qui remplacera, on l'espère, celui de la fast fashion. On a vraiment envie d'être aussi attractif qu'un Zara ou qu'un Shein en termes de prix et en améliorant la confiance qu'on peut avoir dans notre mode de consommation. Donc en fait, si je vous suis dans mon placard, j'ai quelques beaux basiques que je garde, que j'ai acheté et que je vais conserver. Et derrière, je me fais plaisir avec quelques jolies pièces ou que je loue ou que je propose à la location sur la plateforme. Exactement. Aujourd'hui, ça fait 2000 pièces qui sont mises en location, 1500 utilisatrices déjà, un taux de récurrence de 100%, c'est-à-dire que les utilisatrices, elles relouent et ça veut dire que les pièces circulent. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça montre que le modèle fonctionne. Il n'y a pas de stock à gérer pour vous, ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et vous prenez une commission de 20% sur la location. Et l'idée derrière, vous avez parlé de la fast fashion, évidemment, c'est d'éviter de rester, de tomber dans ces cercles d'achat de mode à tout petit prix qui ont une empreinte carbone désastreuse. Exactement, vous avez tout dit. Un petit mot peut-être sur le résultat de celles qui en fait ont commencé à vous suivre, qui sont des consommatrices de la plateforme. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Quels sont les retours qu'elles vous font? Alors, ils sont très positifs, mais c'est vrai qu'on a réussi à constituer une communauté hyper engagée, comme on le voit avec le taux de repeat qu'on vous a donné. C'est vrai que ça leur permet plusieurs choses. C'est de, faire des rencontres, parce que la plupart des locations sont faites entre particuliers, en remise en main propre, pardon. Donc, il y a ce lien qui se crée autour du vêtement. Et nous, c'est vrai qu'on a à cœur de mettre en avant la valeur que peut avoir un vêtement, avec notamment Victoire qui possède une robe qu'elle a portée au mariage de son frère et qu'elle a déjà louée 9 fois et dont elle ne veut pas se séparer. Et ensuite, l'aspect rentabilité aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des utilisatrices qui ont généré un petit revenu qui n'est pas négligeable en louant leurs propres pièces. Est-ce qu'on a une idée de combien on réduit son empreinte carbone ou c'est difficile de le quantifier? Alors c'est difficile à quantifier. En revanche, selon ReFashion, un vêtement durable doit être porté environ 40 fois. Donc nous, c'est vrai qu'on veut vraiment avoir cet impact avec Wearwear, faire circuler les vêtements. Au moins 40 fois. Au moins 40 fois, exactement. Ce qui est intéressant, c'est que lui, le marché, il est là, il est prêt. D'ici 2030, les marchés circulaires pourraient représenter jusqu'à 30% du marché de la mode. C'est énorme. Le marché mondial de la location en ligne pèsera 2,5 milliards de dollars. On connaît la plateforme Vinted. C'est 23 millions d'utilisateurs, 2 transactions par seconde. Finalement, le marché, la demande est déjà là. Exactement. Et donc, c'est quoi derrière le déclencheur pour ceux qui nous écoutent, pour celles qui nous écoutent? Alors nous, on cherche la visibilité parce qu'on est une jeune entreprise. Donc ça dès qu'on est au contact d'utilisatrices ou de futures utilisatrices, en tout cas, elles sont ravies de ce concept et de savoir qu'il existe. Donc vous cherchez des ambassadeurs aussi, finalement, des gens qui vont pouvoir réussir à parler de votre concept. Tout à fait, exactement. Et on voit qu'à l'étranger, ça fonctionne hyper bien. Je vivais à Londres avant ça et Buy Rotation, qui est la même plateforme en Angleterre, explose aujourd'hui. Un mot peut-être à celles qui nous écoutent et qui hésitent à se lancer, qui se disent mais comment je vais faire, mais la logistique, mais je vais pas m'en sortir, et puis je suis pas assez organisée. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors Wearwear, c'est très simple, et si vous êtes comme moi à avoir énormément de mariages cet été, c'est la solution pour trouver une multitude de robes à prix très intéressant. Et si vos armoires débordent aussi, l'utilisation de Wearwear est très facile. Ça peut être une excellente porte d'entrée. En tout cas, ça c'est hyper intéressant. La saison des mariages, les occasions spéciales. Et puis derrière, on commence comme ça et puis on se fait à la location de vêtements, on l'adopte finalement. Exactement. Merci beaucoup Yasmine Brunet. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Merci beaucoup de nous avoir présenté Wearwear. Moi, je vous dis à demain, même lieu, même heure, toujours sur le Figaro TV, sur le canal 34. Excellente soirée.